Elle sait manier les mots et elle booste votre visibilité en ligne. Caroline Casatejada a fondé en 2018 l'agence Le Moulin des mots. C'est Bonjour ça. Caroline. Bonjour. Aujourd'hui, tu te prêtes au jeu de l'interview. Ouais, une grande nouveauté pour moi. Une grande nouveauté. Raconte-nous concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Eh bien, en fait, au quotidien, j'accompagne les professionnels, donc indépendants, artisans, TPE, plutôt basés sur la Loire. Et donc, je les accompagne pour booster leur visibilité en ligne. Voilà, pour les aider à générer du chiffre d'affaires grâce à un site internet, des réseaux sociaux. Voilà. Voilà, donc tu es sur quel type de prestation concrètement? Donc, en fait, je crée des sites internet, donc des sites internet vitrines, pour présenter ce que la personne fait, ou des sites e-commerce, donc pour de la vente en ligne. Je fais tout ce qui est rédaction de contenu, donc je rédige des contenus pour les sites internet, pour des blogs, pour les réseaux sociaux. Et je fais du référencement naturel, donc c'est que pour le site internet soit bien positionné sur Google quand on tape des mots-clés stratégiques. C'est important d'être bien référencé sur Google au niveau du référencement. Oui, en fait, aujourd'hui, comme je dis souvent, c'est bien d'avoir un site internet, mais si on ne nous trouve pas sur Google, c'est un peu dommage, sachant que les gens, en fait, ils vont cliquer sur la première page, ils ne vont pas généralement sur la deuxième, voire la troisième page, et les meilleures places, c'est le top 3. Tu n'as pas toujours été à ton compte, tu n'as pas toujours été dans la rédaction web, parce que tu as passé 6 ans dans le milieu informatique. Est-ce que ça t'a aidé, cette expérience que tu as eue avant, pour la construction de ton projet ton projet d'aujourd'hui? Ouais, donc en fait, j'ai travaillé quasiment 12 ans en tant que salariée. Une première expérience en industrie, où là j'étais au service informatique et effectivement je développais des logiciels sur mesure pour l'entreprise, donc c'est vraiment de la programmation du dev technique. Et ensuite j'avais la deuxième casquette de chargée de communication, donc je m'occupais de la communication d'entreprise. Et deuxième expérience pour un site de vente en ligne de matériel électrique qui est numéro 1 en France. Et là, je m'occupais de tout ce qui était... j'étais garante du contenu du site internet, donc fiches produits, mais aussi communication, site internet, réseaux sociaux, blogs, etc. Donc tu as pu acquérir les bases finalement de tout ce qui allait en découler pour ton activité. Voilà, en fait, je me suis lancée à mon compte. Je fais le métier que je faisais, mais à mon compte. Et ce qui est important de souligner, c'est que tu as commencé en coworking. Oui. Ton activité, ça t'a aidé aussi pour ton démarrage? Ouais, donc en fait, tout de suite, même avant de me lancer officiellement, j'étais déjà en coworking, où là, je travaillais plutôt le business plan. Et j'ai commencé là à connaître des gens, à réseauter finalement sans le savoir. Et je me suis lancée officiellement ensuite, et j'ai eu mes premiers clients. C'était des clients du coworking en fait, mes premiers clients. Donc le premier mois je me suis lancée, je travaillais déjà. Oui, parce qu'on sait que c'est un peu la difficulté de toujours trouver ses premiers clients une fois Ouais. qu'on a construit notre offre, qu'on Oui. se lance, qu'on Oui. annonce qu'on se lance. Et c'est toujours un petit peu le moment le plus compliqué. Ouais, du coup j'ai eu la chance de ne pas vraiment connaître cette période-là. Et après je me suis aussi donné les moyens de me faire connaître. J'ai fait beaucoup de choses pour me faire connaître. Aujourd'hui, les prestations sur de l'écriture web, etc., on en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées reçues sur ton métier, qui ne comprennent pas encore spécialement ce que c'est? Alors, il y a une idée qui revient parfois, c'est que comme je suis dans le milieu web, il y a certaines personnes qui assimilent ça à l'informatique et qui pensent que je peux réparer un ordinateur, que je peux réparer une imprimante qui ne marche plus. Mais non, ça, c'est pas du tout mon métier. Moi, c'est vraiment le digital, le web, quoi. On t'appelle des fois pour ça, pour te demander j'ai une imprimante? Non, c'est dans des discussions en fait. On ne m'appelle pas pour une imprimante ou un ordinateur. Et tu as aussi, au niveau de la prestation, au niveau des prix de la prestation, il peut y avoir aussi des idées reçues? En fait, sur le marché du site internet, par exemple, on peut avoir des différences de prix qui vont aller de 500 € à 5 ou 10 000 € pour un même projet. Donc moi, effectivement, je me situe plus en milieu de gamme, voire premium. D'accord. Et les gens arrivent à comprendre l'importance d'un référencement, de bien être placé sur Google. Est-ce qu'ils ont cette sensibilité-là?
Alors, souvent. ils comprennent qu'il faut être bien placé sur Google, Mhm. mais ils ne mettent pas forcément les actions en place pour y arriver. Alors Voilà. justement, est-ce qu'on peut en parler de ces actions, les bases du SEO pour être bien placé? Oui, en fait, le SEO, c'est le référencement naturel en français, il y a 3 piliers en fait à travailler. Il y a tout ce qui est l'aspect technique du site internet, comment concrètement il a été créé. Il y a l'aspect rédactionnel, donc ça c'est tout le contenu qu'il va y avoir à l'intérieur du site. Il faut que ça respecte différents critères. Et il y a l'aspect e-réputation qu'on appelle le netlinking. Et ça, c'est plutôt des liens de sites externes qui pointent vers votre site internet. Et il y a vraiment ces 3 domaines à travailler pour être bien positionné sur Google. Et c'est aussi important sur des articles, sur des pages, sur des pages formation aussi, par exemple. C'est important, Alors, tous les contenus. Ouais, tous les contenus sont importants. Après, effectivement, on peut très bien aussi intégrer un blog à son site internet. Ça va être une manière notamment d'aller travailler régulièrement le référencement naturel et des mots-clés précis. Tu travailles beaucoup avec des indépendants ou aussi des entreprises. Est-ce que tu tables un peu sur les 2 tableaux? En fait, je travaille avec des indépendants, donc des coachs, des freelances, divers secteurs, avec des artisans et TPE, PME. Voilà, et plutôt basé sur la Loire. Et est-ce que tu as une approche qui peut être un peu différente en fonction de la cible? Peut-être pour amener le sujet du référencement ou autre pour la compréhension du sujet? Après, moi, j'ai toujours une vision en fait globale. Quand je rencontre la personne, il y a une analyse de besoin, tout ça. Mais après, j'ai vraiment une vision globale du truc et ce qui me permet de pas être juste cantonné à un outil ou voilà, j'essaye de conseiller et d'accompagner le client de manière globale. Parce que justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le process, comment tu as l'habitude de fonctionner? Déjà, il y a un rendez-vous de découverte où là, je vais poser pas mal de questions. J'écoute le besoin de la personne. J'ai mon petit questionnaire. Voilà, il y a pas mal de questions. Ce qui me permet après de lui proposer en fait une offre adaptée. Et puis après, si on travaille ensemble, et du coup, ça se fait naturellement. Des échanges réguliers, des rétro-plannings. Après, c'est un accompagnement sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, Tout dépend de la prestation. Mais il y a des clients que je suis depuis 6-7 ans. Et c'est là où on se dit qu'il y a vraiment du relationnel derrière. Ah oui, le relationnel, c'est... pour moi, c'est la base. Voilà, tout ce qui est, comme je dis souvent, j'aime bien qu'on me considère comme partenaire et pas prestataire. Il y a vraiment une différence entre ces 2 mots parce que pour moi, le prestataire, il fait le boulot. Et puis, quand on est considéré comme partenaire, pour moi, c'est comme si on était en gros salarié de l'entreprise. Et c'est ce que j'aime être, faire part de l'entreprise et participer au développement de l'entreprise. Tu te sens impliqué dans le projet. Voilà. Et c'est important. C'est ça. C'est important de le faire. J'aimerais qu'on développe certains termes techniques qu'il y a dans ton univers. Oui, il y en a pas mal. Qu'on ne comprend pas forcément. Quelle est la différence entre le SEO et le SIA? Alors, le SEO, en fait, c'est le référencement naturel. Ouais. Donc, en fait, c'est des actions qu'on va mettre en place sur les 3 piliers. Donc, l'aspect technique du site, le rédactionnel et le netlinking. Et c'est des actions qu'on va mettre en place sur ces 3 domaines. Le référencement SIA, comme on dit, c'est du référencement payant. Donc là, on paye Google, on crée des campagnes Google Ads pour être visible immédiatement sur Google. On paye, on est visible. Le référencement naturel, c'est on fait des actions, on met en place des actions, mais ce n'est pas immédiat, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc stratégie différente pour le même objectif. Alors stratégie différente, mais complémentaire parfois. Voilà, on peut faire les 2 en même temps, ça pose aucun problème et des fois il faut le faire si le domaine d'activité est très concurrentiel. Est-ce que payer du coup pour se faire référencer, c'est plus efficace qu'un référencement naturel? Alors en fait, on ne va pas parler d'efficacité, on va parler de si on paye Google pour être visible, c'est immédiat. On va plutôt parler d'immédiateté. On paye,
on est visible tout de suite. Le référencement naturel, on travaille en lame de fond en fait. Donc c'est pas immédiat, mais c'est plus pérenne. Le référencement payant, on arrête de payer, on n'est plus visible. Donc après, d'où l'intérêt des fois, selon le secteur concurrentiel, d'avoir un équilibre entre les deux. Ou si on veut pas un équilibre, il vaut mieux travailler le référencement naturel. Ou alors il faut payer toute sa vie. Oui. Voilà. Un autre mot, les sites one page. Qu'est-ce que c'est? Le site one page, en fait, c'est un type de site internet. Et one page, il a une seule page. Donc en fait, ça, je le propose notamment pour les créateurs d'entreprises qui n'ont pas un budget extensible. Donc on a une seule page créée, mais on retrouve une mise en page de site internet. C'est-à-dire qu'on a le logo, on a le menu. Quand on clique sur les éléments du menu, on scrolle vers le bas pour aller dans le bloc correspondant. Alors qu'un site qui a plusieurs pages, on va cliquer dans le menu et ça va ouvrir une nouvelle page. Voilà. C'est la différence. Le site one page, c'est bien si on n'a pas un budget extensible. C'est le petit point négatif, c'est que forcément, pour le référencement naturel, il va être moins efficace parce que moins de contenu. Donc tout dépend encore une fois de la stratégie. Tout dépend de l'objectif et de la stratégie. Par exemple, voilà. un indépendant qui veut utiliser son site internet pour faire du contenu web et un autre qui est juste là pour héberger des formations, par exemple, des formations en ligne, il n'y aura pas la même utilité derrière. Tout dépend en fait l'objectif. Est-ce que le site internet est là pour trouver des nouveaux clients ou pas? Si effectivement on travaille aussi avec, mettons si on travaille sur toute la France, il faut avoir un site qui soit visible. Donc un site one page, ça va être un peu léger. Du coup, est-ce qu'en 2025, pour toi, un site est obligatoire? Alors, pour moi, oui. En 2025, un site, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'un site, en fait, déjà, c'est une présence sur Internet. On sait que les gens font de nombreuses recherches sur Internet pour trouver quelque chose. Donc, si on n'est pas présent, déjà, on se plante un peu une aiguille dans le pied. Après, un site, ça rassure, ça donne confiance. Aujourd'hui, on sait aussi que les avis clients, ça compte énormément dans la prise de décision pour l'achat. Donc, si on n'a pas de site, pareil, ça ne donne pas confiance vu que quelque part, vous n'existez pas. Donc, un site, oui, en 2025, pour moi, c'est obligé, quoi. On voit beaucoup de personnes avec des pages Linktree qui ont différents liens, en fait, qui sont directement mis sur une seule et même page web. Ouais, ça, c'est pas top. Hein. C'est pas top parce que du coup, c'est que des liens qui vont en plus sur des sites externes. C'est ça. Donc, en termes de référencement naturel, là, on n'est pas top. On parle souvent d'algorithme. Ouais. Qu'est-ce que c'est, l'algorithme? Alors, on parle d'algorithme autant sur Google, l'algorithme Google, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a l'algorithme Insta, l'algorithme Facebook, l'algorithme LinkedIn. Donc, en fait, l'algorithme, c'est tous les critères que prend en compte Google ou les réseaux sociaux pour afficher un site internet ou un profil, une page. Voilà. Donc, c'est une multitude de critères. Et on entend souvent dire que les algorithmes, notamment pour les réseaux sociaux, changent énormément et que du coup, il y a des stratégies adaptées en fonction des algorithmes des réseaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment il y a souvent des changements d'algorithmes qui existent ou pas? Alors oui, c'est vrai. Hein, les algorithmes évoluent plusieurs fois par an. Que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Google. Donc, ça a forcément des impacts sur la visibilité. D'où l'importance aussi de se tenir au courant de ces évolutions-là pour s'adapter derrière, pour ne pas perdre en référencement ou en visibilité. Toi, de ton côté, tu peux avoir un suivi avec les clients, notamment sur cette veille au niveau de l'actualité, comment ça évolue, etc. Tu peux les tenir au courant ou dans le cadre de tes prestats, tu leur dis bien, c'est à vous de faire cette veille-là? En fait, tout dépend de la prestation, de ce qu'a commandé le client. Mais je fais effectivement pour certains clients des rapports de positionnement. On suit en fait les mots-clés stratégiques et on regarde les positions du site par rapport à ces mots-clés. Et si on voit des baisses, on ajuste avec des actions qu'on met en place. Ça aussi, les mots-clés, c'est un peu le nerf de la guerre. Oui. On ne sait jamais vraiment combien il faut en placer, comment il faut y placer. Voilà, alors c'est tout un métier, hein, du coup, voilà. forcément. Mais avant tout, il y a une analyse de mots-clés à faire
pour savoir effectivement les mots-clés stratégiques qu'il faut travailler. Parce que le client, souvent, il a des mots-clés en tête, mais ce n'est pas forcément les mots-clés que recherchent les gens sur les moteurs de recherche. Tu te bases sur quoi, toi, par exemple, pour définir tes mots-clés J'ai des ou autre? outils. D'accord. J'ai des outils en fait qui m'aident à identifier justement ces mots-clés-là qui sont recherchés et qui sont importants à travailler pour le client en fait. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? Alors un nom de domaine, eh ben, c'est par exemple pour ma part, c'est lemoulindesmots.fr. Voilà, c'est même le moulin des mots, parce que le .fr c'est même une extension, comme le .fr, le .com, .org, voilà, il en existe beaucoup. C'est le nom en fait qu'on donne à son site internet, le nom de domaine. D'accord, donc ça permet d'exister sur le web. Ben, c'est obligatoire, hein, Ouais. un site internet n'existe pas sans nom de domaine. D'accord, automatiquement. Ah bah oui. Automatiquement. Un hébergement web. Alors l'hébergement web, ça c'est pareil, un site internet n'existe pas sans hébergement. Un site internet, techniquement, en gros, c'est des fichiers et une base de données. Ces fichiers et cette base de données, ils sont sur des serveurs. Externe. Voilà, donc ces serveurs externes sont chez l'hébergeur, en fait. Et l'hébergeur, c'est celui qui détient le site internet, en fait. Donc si on oublie de payer l'hébergeur, Ah ben, si on oublie de payer l'hébergeur, il n'y a plus de site. et donc dans ce cas-là, on peut se retrouver très vite Ah bah oui. sans rien. D'où l'importance de payer ses factures. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur ton site internet, notamment par rapport au référencement ou autre, que les gens peuvent te dire tu me parlais tout à l'heure des 3 premières places. Est-ce que les gens ont conscience de ça ou est-ce qu'ils se disent en fait en 2 mois ça sera facile quoi? Alors non, c'est pas forcément facile de se positionner. Tout dépend en fait le secteur d'activité sur lequel on est. Il y a des secteurs de niche où ça va être très simple d'être en première place, hein, même. Du style Par exemple, j'ai eu travaillé pour une cliente qui fait du feng shui. Très rapidement, elle était en première place hein, sur Saint-Étienne. Après, si on est dans un secteur concurrentiel, très concurrentiel, je pense à la mode, aux vêtements, je pense à la menuiserie aussi, c'est un secteur qui est quand même très concurrentiel. Forcément, il va falloir mettre en place beaucoup plus d'actions et ça va être un peu plus compliqué d'aller se positionner. Voilà. D'accord. C'est pas infaisable, mais il y a plus d'actions à mettre en place. Il faut savoir être patient. Oui, et il faut avoir du budget. Ça, en moyenne, si on doit définir un type de budget pour le référencement ou autre, il faut mettre quel panier? Tout dépend du secteur. Parce qu'autant un article par blog, un article par mois pour un blog qu'on intègre sur un site internet, ça va suffire à faire vivre le site internet régulièrement. Donc pour un secteur de niche et un secteur concurrentiel, il va falloir beaucoup plus de choses et peut-être aussi mettre du Google Ads en place. Parce que je ne me rends pas compte, ça coûte cher aujourd'hui pour le référencement ou autre. Est-ce que c'est des milliers d'euros? Des fois, c'est dépenser des milliers d'euros, des centaines d'euros. Et tout dépend dans quoi vous travaillez. En fait, je ne peux pas donner un chiffre précis parce que ça peut aller de 200 € jusqu'à 50 000 par mois. Ah oui. Tout dépend. Tout dépend l'objectif, tout dépend le secteur. Un site e-commerce, forcément, c'est encore beaucoup plus important parce que l'entreprise vit du e-commerce. Oui, ça va être des budgets de Google Ads de 50 000 € voire plus. C'est énorme. Mais après, le chiffre d'affaires, c'est pas le même non plus. Forcément. Voilà. Forcément. Qu'est-ce que tu fais au quotidien que personne ne soupçonne? Alors, au quotidien, je ne sais pas si les gens le savent, mais je m'occupe aussi du coup de la sécurité des sites internet dont je m'occupe. Donc, je vais aller mettre à jour les modules, mettre à jour tout le site internet au niveau technique pour pas en fait qu'il y ait de piratage. Voilà. Donc, dans mon métier, il y a un aspect aussi sécurité. Il y a un aspect légal, il y a un aspect sécurité, il y a un aspect technique qui est important. Qui te prend beaucoup de temps aussi? Alors, ça ne me prend pas tout mon temps, hein, parce qu'après, il y a d'autres choses. Mais ça fait partie de mon travail. Parce qu'on a beaucoup de cyberattaques
qui arrivent de plus en plus, où il y Alors, a des sites internet qui se font attaquer, etc. Ouais. Alors effectivement, hein, le risque cyber, il est bien là, hein, même pour un site internet. Donc du coup, moi, je mets en place des outils et des pratiques pour sécuriser au maximum le site internet. Qu'est-ce que tu ne montres jamais dans ton quotidien? Alors, ce que je montre pas, en fait, quand je peux, et j'essaye de le faire le plus régulièrement possible, j'aime bien me prendre 15 minutes pour faire la sieste pendant le temps de midi, pour me ressourcer et repartir l'après-midi avec une bonne énergie. On sait que c'est important de trouver aussi son propre rythme sur des journées quand on est indépendant et qu'on a beaucoup de boulot. Et des fois, ces petits moments de repos, c'est important de les consacrer, c'est important de les caler. Tu sens la différence, toi, quand tu reprends Quand je peux me poser ces 15 minutes, alors je dors pas forcément, mais au moins je me repose. Oui, je sens la différence. L'après-midi, je repars, j'ai plus d'énergie en fait. Okay. Dans le corps et dans le mental. Et dans la tête. Voilà. Est-ce que tu aurais un meilleur souvenir avec un client qui te viendrait en tête? Alors, j'ai un client que je vais nommer, hein, c'est Cadeau Maestro. Ça fait un petit moment maintenant que je travaille pour eux. Et en fait, je me suis mariée l'année dernière, en juin. Et ils m'ont offert en fait un coffret en bois avec plein d'épices. Et donc comme ils font du cadeau personnalisé, c'était un coffret en fait où il y a marqué Caroline et David avec la date du mariage. Et j'ai trouvé ça trop sympa. Enfin, ils sont vraiment très attentionnés et très bienveillants. Il y avait une anecdote aussi sur une peluche, apparemment. Oui, en fait, cet été, on a adopté 2 chiens de Golden Retriever de 12 ans, donc des petits papis à la SPA de Brioude. Et du coup, je suis arrivée chez eux le mercredi quand j'ai repris le travail après les vacances. Et sur mon bureau, il y avait un joli panier où dedans, il y avait 2 peluches, des friandises. Trop mignon. Voilà, adorable, quoi. Du coup, tu leur as donné un petit nom ou pas au Golden, aux peluches? Les peluches, non. Mais après, les Golden, c'est Igloo et Ipso. Ok. Et du coup, au contraire, est-ce que tu as connu des galères? J'imagine que oui. Est-ce que tu en as qui t'ont particulièrement marqué? Il y a eu un projet, effectivement, qui a été un peu compliqué. Alors maintenant, ça fait quelques années. En fait, c'était une personne qui n'avait pas vraiment travaillé son offre en amont. Et donc, elle est venue me voir pour un site internet et je n'ai pas perçu lors de l'entretien de découverte que l'offre n'était pas assez calée. Du coup, ça a été un projet assez épuisant parce qu'en fait, on avançait, on reculait. Et c'était assez épuisant. Du coup, si tu as un message à faire passer, là, c'est de dire aux gens, appelez-moi. Une fois que l'offre elle est vraiment calée et que le projet est clair dans la tête du client, en fait. Parce qu'on dit souvent, si le projet n'est pas clair pour celui qui l'a construit... Comment le retransmettre sur un support, en fait? Donc après, il y a des gens dont c'est le métier qui accompagnent ces personnes pour clarifier une offre, mettre en place un positionnement, voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment, une anecdote où tu t'es dit que c'était exactement pour ça que tu faisais ce métier? Ouais, moi, ce que j'aime, en fait, c'est quand les clients ils sont contents, en fait. Quand les clients, il y a du résultat, quand ils m'appellent. J'ai un client qui m'a appelé un jour en me disant « merci Caroline, grâce au site internet, j'ai eu un contrat de 50 000 euros. » Donc, ça fait plaisir parce que du coup, ce qu'on fait, ça a du sens. Et puis au moins, on y passe du temps, mais on sait pourquoi. Oui, voilà. Et est-ce que tu as toujours assumé ce métier-là? Oui. Oui. Tu as toujours voulu être dans cette branche-là? Ah non, moi, c'est le fil de la vie qui m'a mis ici. Parce qu'à la base, je voulais être psychanalyste, après anthropologue, criminologue. Donc, c'est les opportunités de la vie, en fait, qui ont fait que je suis là. Et le côté entrepreneur, par contre, ça t'a toujours un peu titillé ou... Alors, non, pas au début, parce qu'au début, j'étais salariée. Après, je me disais, ça serait bien d'être à son compte, mais je n'avais pas d'idée. Et en fait, ça a été vraiment un déclic un jour quand on est parti en vacances en Bretagne, où là, j'ai vraiment eu le déclic de me mettre à mon compte.
Et en rentrant en septembre, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et après, tu t'es lancée. Et je me suis lancée. Et Mais dans mon métier, du coup. Oui. Et est-ce que tu considères que c'est peut-être une de tes meilleures décisions jusque-là ou pas? Ah ben oui, je suis contente, hein. Je suis épanouie, je suis libre, je suis autonome. Je ne regrette pas du tout de m'être lancée, non. Du coup, c'est quoi pour toi un bon entrepreneur? Si jamais tu devrais définir voilà, ce que c'est un bon entrepreneur. Alors, un bon entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même multicasquette. Parce qu'on doit gérer tout. En plus, moi, je travaille toute seule, hein, c'est un choix. Donc, on gère autant le commercial, la communication, la production du travail, la gestion administrative, la gestion stratégique. Voilà. Donc, il y a vraiment cet aspect multicasquette. Et un bon entrepreneur, pour moi aussi, il doit rester soi-même. En fait, je pense qu'il ne faut pas se mettre de jouer un rôle. Faut rester soi-même, dans le respect, bienveillance. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes pour moi. Il y a une autre notion qu'on doit gérer aussi maintenant en tant qu'entrepreneur, c'est l'intelligence artificielle qui arrive en force et qui est très présent aussi dans ton domaine d'activité. Oui. Comment tu te positionnes toi par rapport à ça? Alors effectivement, hein, l'IA, ça a bouleversé pas mal de choses. Hein. Ça arrivait un peu soudainement quand même. Mais du coup, moi, au quotidien, c'est l'IA, je m'en sers. Je pense qu'il faut pas le mettre de côté, en fait. Hein. Faut s'en servir comme un outil. C'est comme un assistant, en fait, qui nous accompagne au quotidien. Par contre, ça ne remplace en aucun cas l'expertise humaine. Faut vraiment le voir comme un outil qui fait gagner du temps. Mais après, il y a quand même l'expertise du métier, quoi. Ça t'arrive, parce qu'on voit beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent dire, aujourd'hui par exemple les graphistes, ils sont un peu remplacés par l'IA parce qu'on peut sortir un visuel comme ça en 5 minutes. Est-ce que toi sur de la rédaction web par exemple, quelqu'un peut te dire, moi je peux pondre un article en 2 secondes avec l'IA? Est-ce qu'on te sort des fois des choses comme ça? Alors oui, ça arrive, hein, sauf que en fait, les articles qui sont rédigés avec l'IA, on le voit tout de suite. Et donc Google le voit tout de suite aussi. D'accord, Google a réussi à se mettre à jour là-dessus. Pas totalement, mais dans la manière de rédiger, on perd l'aspect, l'aspect émotion et l'aspect. Une entreprise a généralement une identité en fait, et un ton, un style. L'IA oublie ce style, donc voilà, il y a quand même des progrès à faire. Et puis il y a toujours une relecture à faire. Moi je vois tout le temps tous ces emojis qui sont placés par l'IA un peu de partout pour structurer des flèches, des machins. Ça c'est un truc aussi qu'il faut essayer d'enlever et de personnaliser. Oui, de toute façon, quand l'IA donne un résultat, derrière il faut adapter quand même. Il ne faut pas faire du copier-coller et on n'en parle plus. Hein. Quand on voit toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui disent « Regarde, j'ai entraîné ChatGPT, aujourd'hui il bosse à ma place », est-ce que c'est des gens pour toi qui font un peu leur com comme ils veulent, ou est-ce que vraiment on peut réussir à faire un vrai assistant derrière Alors, on peut réussir à faire un vrai assistant, mais il y a quand même du travail de relecture et d'adaptation. Important. Ouais. Et tout ce qui est graphisme, identité au niveau des couleurs, etc. Après, l'IA pour le graphisme, moi personnellement, je ne l'utilise pas. D'accord. Parce que je l'ai testé, mais ce que j'ai testé, ça faisait faux. D'accord. Voilà. Donc du coup, ça faisait pas réel, quoi, en fait. Oui, donc alors peut-être que c'est que je ne sais pas l'utiliser comme il faut, hein. Mais pour le moment, je ne m'en sers pas pour le graphisme. Et puis de toute façon, il y aura encore des choses qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Ah bah oui, de toute façon, c'est mené à évoluer. Ouais. Ça fait partie de ton rôle, selon toi, de prévenir aussi les gens par rapport au danger de l'IA sur la surutilisation, ne pas se relire, etc. Si jamais derrière, toi, une fois que tu as terminé la presta, ils veulent être autonomes, par exemple, les prévenir de tout ça? Après, moi, j'ai toujours un rôle de conseil, mais globalement, mes clients, les clients, quand ils font appel à moi, c'est parce que soit ils n'ont pas le temps de gérer ça, soit ils n'ont pas les compétences.
Si tu aurais un dernier conseil à donner pour les personnes qui auraient envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et même dans ton métier à toi, dans ta branche à toi, quel conseil tu donnerais? Pour les gens qui veulent se lancer, oser. En fait, c'est sûr que si on n'ose pas, on fait rien dans la vie, en fait, hein. Donc, après, il y a des gens qui ont des doutes ou la peur du risque. En fait, il faut l'évaluer, ce risque. Et si c'est pas risqué, on y va, quoi. Ton domaine d'activité, c'est un domaine que ton entourage comprend ou pas? Est-ce que tu t'es toujours senti soutenu par ton entourage? Alors, quand je me suis lancée, je me souviens, mon père m'a dit mais tu vas pas quitter ton poste, t'as un salaire fixe, voilà, la stabilité, quoi. J'avais une stabilité financière, mais ça m'a pas démotivée pour autant, hein, parce qu'après, c'est souvent comme on dit, hein, les gens quand on dit qu'on veut faire quelque chose et que la personne en face dit mais non, faut pas le faire, c'est souvent que c'est cette personne qui a peur et il faut pas se laisser influencer. Dessus. Ouais. Il y a une phrase un jour que quelqu'un t'a dit avec un fameux objet qui t'a marqué. En fait, j'ai un client qui m'a invité au restaurant et qui m'a offert une bougie. Tu es une meuf qui gère. C'est ça, hein? C'est ça. Tu es une meuf qui gère et du coup, je trouve ça trop marrant, quoi. Enfin, trop sympa, en fait. Et du coup, tu la gardes avec toi, cette bougie? Ouais, elle est à la maison, sur le plan de travail de la cuisine. Tu la regardes tout le temps? Bah oui, du coup. Et même des fois dans la voiture, je me dis c'est bon, t'es une meuf qui gère. Mais c'est des petites attentions comme ça qui finalement prennent toute leur importance. Bah oui, c'est sympa. Bon, impeccable. Une phrase que tu te répètes sans cesse pour garder ta ligne directrice, ta ligne de conduite? Oui, en fait, j'ai une phrase qui revient souvent, c'est en fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et c'est une phrase qui m'accompagne en fait depuis que j'ai lancé mon entreprise. Parce que dès le lancement, je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. L'erreur, ça serait de pas tenter l'aventure, Oui, l'expérience. voilà. C'est qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si tu te donnes tous les moyens d'y arriver, et si tu ouvres toutes les portes possibles, et en fait, ça roule. On est nouveau, nous, sur le bassin stéphanois. On ambitionne d'être premier sur le référencement Google au niveau de la Loire. Quels seraient les 3 conseils que tu nous donnerais, justement, pour arriver à cet objectif le plus rapidement possible? Ouais. Déjà, d'avoir un site internet qui est bien référencé. Donc, voir s'il respecte les différents critères en termes techniques, rédactionnels, netlinking aussi. De travailler déjà les bons mots-clés, sur quels mots-clés stratégiques vous voulez être positionné. Et est-ce que ces mots-clés sont recherchés par votre cible? Et travailler les réseaux sociaux et travailler aussi la fiche Google Business. Qui est importante, de la dynamiser régulièrement pour avoir un bon référencement local. C'est un peu comme un second blog, cette page Google Business, parce que je sais qu'on peut ajouter des descriptions, des articles, des photos. Oui, alors on ne parle pas de blog, hein, c'est plutôt un outil, en fait. C'est un outil Google qui est gratuit, qui permet de gérer les avis clients. Donc ça, c'est important pour rassurer, justement. Mais on peut rajouter des photos, les services que vous proposez et des posts comme sur les réseaux sociaux. Donc on peut mettre de l'actualité et des informations et on va aller travailler aussi les mots-clés avec la géolocalisation sur du référencement local, vu que vous serez sur le bassin stéphanois. Impeccable, merci en tout cas. Merci.